Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Arthur Keller. Arthur Keller est ingénieur en aérospatiale de formation. Il est aujourd'hui consultant et conférencier sur les questions d'énergie, de climat et de transition écologique. Déjà, l'effondrement, tel qu'on en entend parler aujourd'hui beaucoup, c'est pas un événement, c'est un processus qui est protéiforme et c'est un processus qui est déjà enclenché. Il a notamment été le coordinateur de la commission environnement au parti Nouvelle Donne et il est membre du conseil d'administration de l'association Adrastia qui travaille sur l'anticipation du déclin de la civilisation thermo-industrielle. Arthur est également auteur et scénariste et explore comment le storytelling peut être un outil de pédagogie et de mobilisation autour du sujet de la vulnérabilité de nos sociétés ainsi que des stratégies de résilience. Je pense pas qu'aujourd'hui, il soit possible de changer ce monde suffisamment pour aller vers une résilience collective. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein. Par contre, il faut construire un autre monde en parallèle. Nous avons parlé de la question des limites de nos sociétés, de certaines de leurs causes, dont le dogme de l'économie de croissance et des biais explicatifs de l'inaction. Nous avons aussi parlé de ce qu'il est possible de faire pour limiter la hauteur de la chute, de l'importance de construire un nouveau monde et de son projet de série télé sur la thématique de l'effondrement et de la résilience. Arthur Keller, bonjour. Bonjour. Tu es ingénieur en astronautique de formation. Tu es consultant et conférencier sur les sujets de l'énergie et du climat, de la transition écologique et des stratégies vers la résilience. Tu es aussi spécialisé sur le domaine du storytelling, donc de l'art de raconter des histoires. On en reparlera un peu plus tard. Et donc tu travailles notamment sur la thématique des vulnérabilités et des limites de nos sociétés modernes. Oui. Pour commencer, est-ce que tu peux peut-être déjà parler de qu'est-ce que sont ces limites et à quel point on les a déjà atteintes ou franchies? Alors effectivement, déjà, juste pour commencer, dire que la question des limites aujourd'hui, c'est à mon sens une des plus grandes lignes de faille qui existent dans cette société, que ce soit dans le débat public, dans le débat politique. Il y a une différence entre ceux qui acceptent l'existence de limites et ceux qui rejettent, plus ou moins par principe, l'existence de limites. Parce que derrière, évidemment, ça implique tout un tas de choses. Si on se dit qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire ou à comment on peut le faire. Donc déjà, c'est la grande ligne de faille aujourd'hui, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent là. Il serait temps d'arrêter un petit peu une certaine mythologie de la démesure et de comprendre que la planète est finie, définitivement. Et aujourd'hui, il y a une certitude qu'on a c'est que dans les prochaines décennies, parce qu'on y est à ces limites. Je vais dire pourquoi juste après. Il y a une espèce de grande accélération en ce moment. La seule certitude qu'on a, c'est que l'empreinte écologique de l'humanité, c'est-à-dire l'impact que l'on a sur cette terre en tant qu'humanité, va devoir, quoi qu'on fasse, se mettre en correspondance avec la capacité de charge de la planète. Elle peut donner un certain nombre de ressources, elle peut régénérer, traiter entre guillemets un certain nombre de déchets et de pollution, et on dépasse allègrement ces limites aujourd'hui. Et on va pas pouvoir continuer à dépasser ces limites. C'est comme quelqu'un, si tu veux, qui a un revenu donné sur son compte en banque, il peut pas dépenser plus chaque mois que ce qu'il reçoit indéfiniment. Il peut le faire uniquement tant qu'il a des réserves. Il puise dans ses réserves chaque mois pour compléter ses revenus et puis maintenir son niveau de vie. Mais une fois qu'il a vidé les réserves, eh ben c'est game over. Il est obligé, d'une manière ou d'une autre, d'ajuster ses dépenses à ses revenus. C'est la même chose ici. Donc ça, c'est la seule certitude. Maintenant, comment ça va se passer, à quelle vitesse, en fonction des lieux, ce sont des questions évidemment qui se posent. Et donc on parle de limites, les limites qui impliquent des vulnérabilités des sociétés. Alors je réponds maintenant, excuse-moi, à ta question, qui est que moi j'utilise souvent une métaphore personnelle que j'appelle la métaphore des 7 sphères. On a 5 sphères naturelles et 2 sphères humaines. Sur cette planète. Les sphères naturelles sont les suivantes. Tu as la lithosphère, c'est le manteau terrestre, la croûte terrestre d'où on tire beaucoup de nos ressources minières, énergétiques. Et pour aller très vite, aujourd'hui, on atteint déjà certaines limites
ce qu'on est capable de sortir de cette croûte terrestre. La deuxième dimension, c'est l'hydrosphère, c'est l'ensemble des eaux de la planète, que ce soit les océans, les mers, que ce soit les ruisseaux, les rivières, les lacs, ou que ce soit les aquifères, les nappes phréatiques. Et toutes les dimensions de l'hydrosphère aujourd'hui sont dans un sale état. C'est de la pollution, c'est des zones mortes qui apparaissent donc avec une anoxie, un manque d'oxygène qui fait que la vie est impossible. C'est le niveau des océans qui monte. On a des effondrements d'écosystèmes à l'intérieur de ces endroits-là. Bon bref, en tout cas, l'hydrosphère est en sale état. La troisième partie, c'est la cryosphère, c'est l'ensemble des glaces. Et bon, pour faire simple, ça fond. Voilà, je vais faire un raccourci très très simple pour dire que la cryosphère est pas en très bon état. Il y a l'atmosphère, la quatrième partie. Donc ça également, je vais faire une synthèse en disant que d'une part il y a des pollutions et d'autre part, il y a un changement, un dérèglement climatique qui ne touche pas que l'atmosphère, mais enfin bon, on voit bien le rapport avec l'atmosphère, qui donc elle aussi est en train d'être modifiée profondément. Et la cinquième partie des sphères naturelles, c'est la biosphère, c'est-à-dire l'ensemble du vivant. Et là, on a donc une érosion de la biodiversité qui est terrible et des écosystèmes qui s'effondrent ça et là. Et donc c'est très préoccupant. Donc voilà, les 5 dimensions du monde naturel sont en état observé, compris dans une certaine mesure, d'effondrement ou de pré-effondrement. Et là-dessus, on a construit des choses humaines. L'anthroposphère, qui est l'ensemble des activités humaines, tout compris, et la technosphère, qui est l'ensemble des productions humaines. C'est aussi bien les bâtiments que les objets, que les pollutions générées. Et donc, déjà, on voit au niveau de la technosphère qu'il y a une explosion de la quantité de choses que l'on produit, qu'on fabrique et qu'on jette en bout de course, parce qu'on a des sociétés qui sont linéaires, qui sont pas cycliques. Et donc penser que l'anthroposphère, c'est-à-dire nos sociétés en fait, qui font partie de l'anthroposphère, peuvent rester opérationnelles, peuvent continuer à survivre dans de bonnes conditions, alors que le monde sur lequel elle est construite est en train de se casser la gueule, c'est un rêve, ça n'arrivera pas. Donc voilà un petit peu les limites auxquelles on est confronté. C'est maintenant. Certains appellent ça l'anthropocène, certains appellent ça la grande accélération, c'est-à-dire une augmentation exponentielle du nombre de flux de ce qu'on utilise, de ce qu'on brûle et de ce qu'on jette. Donc c'est maintenant. Bon, partant de ce constat, on voit que c'est donc illusoire de penser qu'on peut continuer de cette façon-là. Pourtant, aujourd'hui, on voit que nos sociétés, elles sont globalement gouvernées par des théories économiques qui prennent pour hypothèse qu'on est dans un monde infini et du point de vue des ressources et il leur faut absolument de la croissance. Ça paraît en fait, moi, ça me paraît vraiment fou de voir qu'on en est encore là. Comment t'expliques, qu'on prenne toujours pas en compte la limitation des ressources, notamment dans la partie économique, quoi. Alors effectivement, cette mystique, une véritable mystique de l'économie de croissance, c'est la religion dominante aujourd'hui sur la planète, au-delà même des grandes religions. Ça tient sur absolument rien, si ce n'est des dogmes qui ont été progressivement instillés dans la pensée économiste dès on va dire le 19e siècle, mais ça fait à peu près 200 ans. Et on a mis des équations un petit peu partout pour faire science, pour faire très sérieux. Mais la réalité, c'est que quand on essaie de démontrer des choses en mathématiques, dès qu'on fait des équations, il y a toujours des hypothèses de départ. Et dans ces hypothèses de départ que beaucoup de gens aujourd'hui ont oubliées, il y a effectivement certains prérequis ou certaines choses qu'on va tacitement considérer comme admises, qui sont absurdes. Et l'infinitude du monde en fait partie. Voilà, ça fait partie en fait de plein d'autres choses. C'est-à-dire que aujourd'hui on a c'est une véritable supercherie, faut bien le dire, ce qu'on appelle l'école néoclassique en économie, qui est l'école dominante aujourd'hui dans toutes nos institutions, dans tous nos dirigeants, que ce soit politique ou économique. C'est un logiciel, si tu veux, qui est complètement inadapté à un monde infini, parce que ça sous-entend qu'il y aura un équilibre des marchés, c'est-à-dire une évolution naturelle des marchés vers un équilibre, une situation d'équilibre, ce qui est faux, on n'a jamais vu ça. Ça sous-entend des choses comme la concurrence pure et parfaite. La concurrence pure et parfaite, ça veut dire que tous les agents économiques sont de poids égal, aussi bien des acheteurs que les marchands, et les agents économiques qui sont tous rationnels, plein de choses comme ça absolument débiles. Et puis surtout,
et c'est là quand je refais le lien avec ce dont on parle aujourd'hui, surtout ça implique une notion qui a été introduite plus récemment, hein, pas dès le début, mais ça implique une notion qu'on appelle la soutenabilité faible. Alors, j'explique. Quand on parle de développement durable, de croissance verte, quand on parle de projet durable, quand on parle éventuellement, même si c'est un mot qui est moins utilisé, de soutenabilité, et quand on nous explique que si on fait ça et ça, alors c'est bon, ça va être bien, ça va être conforme aux limites de cette planète, en réalité, c'est une notion de soutenabilité faible, c'est-à-dire la soutenabilité mais étant tout de même compatible avec l'école néoclassique. Et notamment, un élément fort qui est la substituabilité des différentes formes de capitaux. Alors dans l'école néoclassique, on va te dire que les différentes formes de capitaux sont interchangeables. C'est-à-dire que si tu manques de machines, tu peux mettre des hommes qui font pareil à la place, que si tu manques d'hommes, tu peux mettre des machines, etc. Et si tu manques d'usines, et ben t'en construis d'autres ou je ne sais quoi. Mais de toute façon, il y a toujours un moyen de s'arranger qui fait que ça se réorganise et que ça perdure. Par contre, dans les modèles macroéconomiques, effectivement, généralistes, les mainstream, tu n'as pas les ressources et tu n'as pas l'énergie. Et donc, si tu conserves cette idée de substituabilité des capitaux, qui est dans l'ADN même de l'école néoclassique, qui est l'économisme mainstream, si tu n'as pas si tu gardes la substituabilité des matériaux, ça donne quoi ? Ça donne que le capital naturel est interchangeable lui aussi. Si on n'a plus d'arbres, c'est pas grave, on trouvera autre chose qui fait pareil. Si on n'a plus d'air, c'est pas grave, on trouvera autre chose qui fait pareil. Oui, mais sauf que c'est faux. Hein. Si on n'a plus d'énergie, c'est pas grave, on trouvera autre chose qui remplace l'énergie. Ben non, évidemment non. Ouais. Donc, Herman Daly, qui est un économiste, a proposé une autre nuance, une autre notion qui est la soutenabilité forte, qui implique que le capital naturel n'est pas substituable. Mais ça, c'est complètement absent des politiques. C'est-à-dire que tu te rends compte que quand les gens parlent de soutenabilité, ils parlent de manière, sans même forcément le savoir eux-mêmes, hein, mais comme ils veulent à tout prix que ce soit compatible avec le modèle dominant, nécessairement, ils parlent de soutenabilité faible. Or, la soutenabilité faible, c'est pas soutenable. Du coup, la croissance verte n'est pas une non, mais la croissance solution. Verte, on est dans du marketing de l'oxymore. Voilà, la croissance verte, c'est vraiment ça. On essaie de ménager la chèvre et le chou. La grande question, y compris dans les COP, jusqu'à la COP 23 là, y compris là-dedans, la partie scientifique, elle est très solide, mais les conclusions qui sortent de ces grands raouts là, ces grands rassemblements, c'est quoi ? C'est il faut sauver la planète Terre, tout en maintenant le système qui l'a détruit. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment vouloir le beurre et l'argent du beurre, ça ne marche pas. Mais est-ce que, à ta connaissance, il y a est-ce que, par exemple, les économistes, on les confronte vraiment à la réalité des choses ? Est-ce il y a des experts qui sont réalistes, qui leur mettent le nez sur l'incongruité de leur pensée ? Écoute. Quelques-uns, mais pas tant que ça. Effectivement, il y a aujourd'hui parmi dans les institutions ou dans les grandes boîtes ou dans les économistes qui font carrière en tant qu'économistes, ont tous été biberonnés à des modèles macroéconomiques qui eux-mêmes se basent et un certain nombre de dogmes qui eux-mêmes sont basés sur une vision du monde qui peut se résumer vers l'infini et au-delà. C'est-à-dire que le génie humain permettra de s'affranchir de toutes les limites parce qu'on est tellement exceptionnel. Et ça, c'est une prolongation tendancielle des 30 Glorieuses. Voilà. Sauf qu'on aurait dû comprendre qu'on n'y est plus, et ça fait même un moment qu'on n'y est plus, ça fait presque un demi-siècle qu'on n'y est plus dans les 30 Glorieuses, et pourtant, non, on continue dans les grandes écoles à enseigner les mêmes bêtises. Alors, heureusement, il y a quelques économistes qui sont pas mainstream, qui sont en train de pousser des modèles macroéconomiques alternatifs qui justement prennent en compte, intègrent la finitude dans laquelle on se trouve. Tu as récemment eu au bout de ton micro, Gaël Giraud, et en France, c'est un des meilleurs de ce côté-là. Son travail est magnifique, mais effectivement, d'une manière générale, le logiciel est inadapté. C'est le logiciel économique, c'est aussi le logiciel politique, parce que c'est complètement lié. Tu m'as demandé tout à l'heure pourquoi on fait rien. Je veux te dire aussi que à la base même, c'est toute notre culture, c'est tout notre modèle éducatif également qui est à côté de la plaque. Pour deux raisons, si tu me permets. La première raison, c'est qu'on continue à mettre en avant l'hubris.
Donc la démesure, comme je disais, vers l'infini et l'au-delà, c'est encore quelque chose qui est poussé comme une vertu. Quelqu'un qui veut s'affranchir des limites, aller plus loin, dépasser, tu vois. C'est quelque chose qui est vécu comme héroïque presque. Et donc, à partir du moment où on continue d'entretenir ce mythe de l'héroïsme dans la puissance aussi, la puissance, si tu veux. Voilà. Et tout ça, ça fait partie d'une logique, enfin, en tout cas d'une conception du monde qui est techniciste. Hein. C'est un petit peu la critique que faisait Jacques Ellul, qui n'était pas technophobe. Hein. Les technologies ont leur rôle à jouer, notamment d'ailleurs en phase transitoire pour une transition. Mais le problème, c'est la sacralisation de la technologie et les valeurs qui vont avec. Si tu veux synthétiser un peu les valeurs de la civilisation thermo-industrielle, on a le travail comme valeur morale, l'utilitarisme, le productivisme, la croissance économique et le progrès technique assimilé au progrès humain. Voilà, donc c'est un petit peu ça, si tu veux. L'unique finalité, c'est le profit, hein, au détriment de la qualité de la vie des gens. Et c'est bien ça la source de notre aliénation. Donc ça, il y a vraiment un problème culturel profond. Et la deuxième chose qui se gérerait, en théorie et idéalement, dès l'école, c'est la manière dont on aborde les problèmes. On est dans du problem solving, dans de la résolution de problèmes. On traite les choses en silos. On découpe en disciplines. On a des experts dans des silos, il y en a certains qui disent que c'est une pensée en tuyau d'orgue, et chacun dans sa cour, et on passe totalement à côté de la dimension systémique de la problématique. On passe complètement à côté de ça. Pour finir, je vais te donner un exemple. Récemment, le nouvel article 34 de la Constitution, je sais pas si tu as vu, on a intégré dans l'article 34 de la Constitution française le climat. Bon, bah, c'est un double problème. Premier problème, 34 déjà. Qui est l'article 34, voilà, ça aurait dû être à l'article 1, où il y avait la place pour ça. Deuxième problème, c'est qu'on ne parle que du climat, et là encore, on passe complètement à côté de la dynamique et de la problématique dans sa dimension systémique. Le climat, typiquement, c'est pas un problème. Comme d'ailleurs la quasi-totalité des problèmes, entre guillemets, dont on nous parle et auxquels on essaie de trouver des solutions, ne sont pas des problèmes, ce sont des symptômes. Symptômes d'un problème plus profond, sous-jacent, qui est structurel, et qui demanderait, si on voulait vraiment s'y attaquer, plutôt que de mettre des rustines ça et là, qui demanderait de repenser le système complètement. Et comme on n'a pas envie de le faire, donc on fait du solutionnisme. Et on est vraiment dans cette dialectique du solutionnisme qui n'amène à rien. Et ça, c'est culturel. Voilà. Mais c'est justement c'est quand on prend conscience que il y a pas plein de problèmes les uns à côté des autres, mais qui sont tous connectés, qu'on se prend un choc aussi. Bien sûr. On voit que beaucoup de limites sont en train d'être franchies ou pas loin. Quelles peuvent être les conséquences de ça? Comment toi t'imagines que les choses puissent se passer? Non, il y a pas vraiment une réponse à cette question, parce que les choses se passeront de manière extrêmement différente, selon des modalités et de temporalité qui n'ont rien à voir en fonction des lieux. Donc il y a pas un effondrement, il y aura une multitude de déclins ou d'effondrements selon les endroits. Il y aura peut-être des endroits qui réussiront, pendant un certain temps du moins, à éviter même l'effondrement. Et il faut faire attention à ce mot d'effondrement, hein, qui est extrêmement anxiogène. Bon, moi je dis qu'il y a une haute probabilité d'un déclin et qu'il y a une plausibilité d'un effondrement. Et j'ai envie de te dire que vu les enjeux, rien que la plausibilité devrait nous suffire. Hein. On devrait se préparer et mettre à bord des canaux de sauvetage juste au cas où. Le truc, c'est que déjà l'effondrement, tel qu'on en entend parler aujourd'hui beaucoup, c'est pas un événement. C'est pas un événement futur non plus. C'est un processus qui est protéiforme, qui va prendre des formes, des facettes extrêmement différentes selon les endroits, et c'est un processus qui est déjà enclenché. Et depuis longtemps, depuis 20-30 ans. Il faut pas tout ramener, parce qu'il y a déjà des effondrements qui sont observables dans certains pays. Il faut pas tout ramener non plus à des questions de limites écologiques, mais souvent il y a une dimension écologique dans les crises graves et les effondrements que l'on voit ça et là. Quand je dis écologique, c'est aussi bien des effondrements écosystémiques, si tu veux, que des histoires de ressources, des histoires de disponibilité de ressources ou d'énergie. Il y a un peu partout sur Terre, tu me dis comment ça va se passer. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a un peu partout sur Terre des problèmes. C'est rare les endroits où il n'y a pas de problème. Et que à chaque endroit, dans les décennies qui viennent, la descente, ça va être une descente matérielle et énergétique essentiellement. Cette descente-là, elle va prendre une géométrie différente. Et les tensions, si tu veux, et les conflits
qui vont émerger vont se cristalliser le long des lignes de faille préexistantes. Si à cet endroit-là, tu as un problème communautaire, ben c'est là que ça va péter. Si à cet autre endroit là-bas, tu as des problèmes religieux, où ça va péter. À cet endroit-là, tu as des problèmes économiques / culturels, ça va péter. À cet endroit-là, c'est-à-dire qu'à chaque endroit, vraiment, ça va prendre la coloration des problématiques locales préexistantes. C'est pour ça aussi que ça va être extrêmement difficile, voire impossible pour la plupart des analystes, d'arriver à trouver le dénominateur commun de toutes ces choses-là, car toutes les crises vont sembler différentes. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des dynamiques de déclin qui sont enclenchées et qu'il faut derrière, évidemment, penser résilience et adaptativité, si tu veux. Bon, ben, on va en parler après, j'imagine. Pourquoi est-ce qu'on n'agit pas radicalement? Pourquoi est-ce qu'il y a, enfin, évidemment, il y a des blocages au niveau politique. Enfin, là, je pense encore il y a quelques jours à la loi alimentation qui n'a vraiment pas fait avancer les choses. Pourquoi est-ce qu'on en est toujours à autant d'inaction, de déni? Pourquoi est-ce qu'on réagit pas? Bon, déjà, alors déjà une chose. Tu me dis pourquoi est-ce qu'on n'agit pas? La première chose à te dire, c'est qu'il n'y a pas de on. On n'existe pas. Bonne réponse. Voilà. Donc il y a très peu d'intelligence collective. Il n'y a pas du tout de conscience collective et donc impossible, absolument impossible aujourd'hui avec la complexité du monde et les rapports de force qui existent, d'agir de façon concertée, connectée, coordonnée, cohérente, tous ensemble. Et on n'existe pas. Donc c'est le premier problème. Et il est, tu t'en rends bien compte déjà, de taille. Et après, il y a d'autres choses que je t'ai déjà dites, je vais pas répéter. Le système éducatif, notre culture, le découpage en silos disciplinaires, tout ça, ça fait partie des problèmes. Aujourd'hui, on ne sait pas poser les bonnes questions. Quand on ne sait plus le faire, on n'a plus l'habitude de ça. C'est-à-dire que on est très fort pour résoudre des problèmes qui sont bornés, qui sont identifiés, caractérisés, des petits problèmes séparés les uns des autres. On n'y arrive pas souvent, on ne sait pas résoudre tous les problèmes, il faut pas non plus se la raconter. Pour autant, c'est vrai que l'homme est assez fort pour ça. Et ça relève du comment. Comment on fait? Par contre, on a oublié de poser deux questions, qui sont pourquoi et pourquoi. J'explique. Pourquoi, c'est-à-dire la cause, d'où ça vient, pourquoi on en est arrivé là à se poser ces questions-là, et on se réintègre dans une logique un peu plus vaste, historique, de comment on en est arrivé là et les directions qu'il faudrait prendre. Et puis ensuite, l'autre question, c'est pourquoi, dans quel but. Et il faudrait un petit peu se reposer les questions de la finalité du monde dans lequel on vit. On le fait pas, ça. C'est des conversations philosophiques. Évidemment, les gens, si tu veux, la philosophie, ça les dépasse un peu. C'est pas qu'ils ont pas les capacités, c'est juste qu'ils s'en foutent. Ils sont dans le ronron d'un monde qui, encore à ce stade, leur paraît viable et enviable. Ils se trompent parce que c'est moribond. Mais donc voilà. Donc il y a ce problème. Je vais te faire une petite métaphore que j'utilise parfois lorsque je donne des conférences. C'est la métaphore de l'immeuble. On vit tous dans un immeuble. Quand je dis tous, c'est l'humanité. Ça fait un peu tour de Babel, si tu veux, sauf qu'on parle pas les mêmes langues. On vit tous dans un grand immeuble, et l'intégralité aujourd'hui des sujets publics, des sujets politiques, tout ce qu'on voit dans les médias, ça relève de comment on vit ensemble dans cet immeuble. Voilà. Donc il y a des gens qui s'occupent de choses fondamentales, véritablement, de la distribution des ressources dans l'immeuble, de qui fait quoi dans l'immeuble, les relations entre les gens d'une pièce à l'autre ou d'un étage à l'autre, etc. Il y a des gens qui s'occupent de choses qu'on pourrait dire moins importantes, comme c'est quoi la couleur du papier peint ou qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Mais en tout cas, tout le monde a un rôle à jouer dans cette grande maison où on vit ensemble. Et le souci, c'est comme je te dis, on ne sait plus poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est les mecs, les emmerdeurs qui te disent « Oh, au fait, les gars, c'est quoi ces craquelures dans le mur, là ?» Bon, tout le monde s'en fout de la petite craquelure. Si on sortait un instant de cet immeuble et qu'on allait regarder les fondations, on verrait qu'elles sont en train de s'effriter et que l'immeuble va se casser la gueule. Et que l'intégralité, donc des sujets aussi importants, aussi cruciaux soient-ils, parce que je dis pas que c'est pas important, comment on vit ensemble sur Terre, c'est très important. Mais pour autant, l'intégralité de ces sujets, si on se préoccupe pas de la stabilité de l'édifice, c'est littéralement dérisoire. Dérisoire. Donc voilà, on passe à côté de tout ça. Je pose souvent cette question, mais est-ce que tu penses qu'une partie des classes dirigeantes ou des élites pense qu'elle va pouvoir s'en sortir et s'isoler du reste du monde? Est-ce qu'ils ont abandonné le monde commun?
Oui, je connais bien cette hypothèse et je pense effectivement qu'il y a une partie des élites qui est dans cet état d'esprit-là. Et je pense qu'il y a une partie des élites qui est renseignée, éclairée sur les questions dont on parle. Pour autant, je suis absolument convaincu que c'est pas le cas de la majorité. Je pense que la majorité des élites, quand elles vont s'acheter des bunkers ou quand elles vont s'acheter des terrains à l'autre bout du monde pour être un peu plus résilientes elles-mêmes, c'est pas juste parce qu'elles pensent que le monde va s'effondrer, c'est parce qu'elles regardent surtout la question des inégalités. Et elles savent que les inégalités sont telles qu'il risque d'y avoir une forme de révolution et qu'on risque de venir leur couper la tête un jour avec des fourches. En général, c'est pas avec les fourches qu'on coupe les têtes, mais tu as compris la métaphore. En tout cas, l'idée, c'était que je pense que c'est surtout ça qui fait peur à la plupart. Et je pense pas qu'on nous cache tout. Voilà. Le côté ils savent, mais ils nous disent rien. Bon. S'ils savaient, il est bien possible qu'ils ne nous disent rien. Parce que ça serait peut-être pas dans leur intérêt, et bon. Pour autant, le fait qu'ils ne nous disent rien n'est en aucun cas une preuve qu'ils savent. Ouais. Je suis absolument convaincu qu'ils sont tous dans nos élites dirigeantes, ils sont tous baignés dans des dogmes et des idéologies économiques et politiques qui font qu'ils n'ont absolument pas compris la nature systémique de la problématique, qu'ils n'ont absolument pas compris les limites et qu'ils n'acceptent pas. Tu sais, plus tu vas haut dans l'échiquier social, c'est-à-dire des gens qui ont réussi une carrière, moins c'est possible de parler de limites. Ce sont des gens qui, ayant réussi eux-mêmes, refusent qu'on leur dise que ceci ou cela n'est pas possible. Et donc ça, c'est inaudible à leurs yeux, par principe, j'ai envie de te dire. Donc, voilà, je pense qu'ils n'y savent rien. Ils n'en savent rien. Et les gens qui connaissent, c'est pas trop mon cas, les gens qui connaissent vraiment les politiques, comme des gens justement, comme j'en parlais tout à l'heure, Gaël Giraud, j'en avais discuté une fois avec lui, mais aussi Jean-Marc Jancovici, Yves Cochet, j'avais parlé aussi une fois avec Olivier de Scuter de ces choses-là. Eux ont tous eu pour moi le même son de cloche. Ils ont dit non, ils comprennent rien, mais personne, quoi. Il y en a quasiment aucun qui sait la mesure de... Ouais, aucun. On parle des grands dirigeants. Hein. Je parle pas des élus locaux, c'est autre chose. Au niveau élu local, c'est vraiment différent. Mais les grands dirigeants, ouais, et les patrons des grandes institutions, c'est pareil. Ils connaissent strictement rien. Dans les ministères, pareil. Il y a peut-être quelques personnes ça et là, mais globalement, l'institution est sourde à ces questions-là. Et une précise, un dernier truc, c'est pas parce qu'ils savent pas que c'est moins grave. Moi, je les excuse pas de pas savoir. Aujourd'hui, ne pas savoir ce dont on parle, c'est une ignorance qui est pas innocente. Hein. C'est une ignorance qui est active. C'est un choix de pas savoir aujourd'hui, et c'est inexcusable. Qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup pour limiter la hauteur de la chute? Qu'est-ce qui est encore possible de faire? Eh ben, de la même manière que la problématique est systémique, la réponse ne peut être que systémique. Et c'est bien problématique, mais c'est quand même aussi, ça laisse entrevoir beaucoup de choses qu'on peut faire. Il faut avoir l'intelligence, si tu veux, de se replacer humblement au sein de la nature. Ça, c'est une transition culturelle. Donc, pour faire une transition culturelle, on a besoin de gens qui promeuvent de nouvelles valeurs dans les médias, des artistes, des porte-paroles, des gens qui représentent des communautés. Doivent changer de discours en réalité. Ils doivent comprendre qu'il y a une obsolescence des visions, des discours, des idéaux qu'on nous a mis dans la tête, qui étaient adaptés à un monde sans limite, que l'on croyait sans limite, mais qui ne sont plus adaptés aujourd'hui. Et que continuer à entretenir ces mythes du futur, ou en tout cas des avenirs possibles, eh ben c'est mentir. Ou se mentir. Mais en tout cas, ce n'est pas profondément honnête. Donc, il faut changer tout cela. Il faut repenser l'éducation. Je pense que c'est vraiment bien de réorienter au niveau de l'éducation. Et là, quand je dis éducation, je parle pas que d'école. Hein. Je parle des parents avec leurs enfants chez eux. De réorienter vers la sensibilisation à la nature, vers tout ce qui est régénération et revitalisation. Et je pense typiquement que la permaculture, qui est c'est pas la solution à tout, mais c'est une super boîte à outils. Beaucoup de gens devraient se mettre un petit peu à en faire. Je pense que ça devrait être obligatoire pour les gamins, non pas juste parce que il faut que tout le monde sache faire pousser des tomates. C'est plus, ça va au-delà de ça. Non seulement c'est une boîte à outils intellectuelle de ce que l'on peut faire, comment se préparer et comment s'adapter. C'est une source d'émerveillement incroyable et ça dégage un sentiment de fierté. Quand des élèves, par exemple, si tu amènes des élèves d'une petite classe sur un terrain vague tout pourri, d'accord, et puis tu leur dis, on va replanter des choses. Là. Je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde, tu vois, de mettre les bottes dans la boue, dans le machin, c'est un peu morne. Je pense que c'est pas forcément très
le premier contact n'est pas forcément le bon. Et puis tu les ramènes sur place 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard. Tu vois que tout a poussé. Et puis ensuite, un an après. Et puis ensuite, s'ils quittent l'école, c'est pas grave. Tu gardes la liste, la mailing list, tu veux, de tous ceux qui ont voulu, puis tu leur envoies des photos régulières de comment l'endroit évolue. Ben, je peux te dire que quand ils vont voir qu'en quelques mois, en quelques années, ce lieu dégueulasse, il est hyper beau, ça va déclencher un émerveillement et un sentiment de fierté. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment implanter dans la tête des jeunes dès qu'ils sont jeunes. Et après, si tu veux, quand t'es pour les autres, pour les adultes, on va dire, il faut s'investir dans des initiatives de résilience. Donc que ce soit des monnaies locales, que ce soit, comme je disais, la permaculture, que ce soit les transition towns, les villes et territoires en transition, qui sont eux-mêmes un super moyen de bien comprendre les problématiques et de s'engager dans la fabrication d'un nouveau mode de pensée et d'un nouveau mode de faire, d'agir qui soit au-delà de la mystique de l'infinitude des ressources. Donc, villes et territoires en transition, c'est une chose. En réalité, il y a plein de choses à faire et à inventer. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a la possibilité de réinventer tout, en commençant par notre rapport à ce qui nous entoure. Et quand je dis ce qui nous entoure, c'est quoi? C'est le rapport aux autres humains déjà. Et quand je dis les autres humains, ça va être le rapport à ceux qu'on connaît qui sont autour de nous, mais aussi le rapport à une humanité qu'on ne connaît pas, qui est à l'autre bout du monde, mais qui est liée à des problématiques et des limites comme nous. Donc il y a une communauté de destin dans une certaine mesure. Notre rapport à la nature, notre rapport aux autres créatures vivantes, ça serait un petit peu bien d'injecter un peu de respect là-dedans. Enfin, quoi. Et d'arrêter de se penser, je sais pas, surpuissant, maître de la nature. Tu sais qu'à la base, d'ailleurs, dans la Bible, il y avait écrit Dominus, et que l'homme était le dominus de la nature. Et on a retenu la notion de domination. Alors que c'est pas du tout ça, Dominus. Dominus, c'est pas le maître. Dominus, c'est le maître de maison. Et le maître de maison, c'est pas du tout pareil que le maître. C'est quelqu'un qui a la responsabilité d'eux et qui gère les choses de manière intelligente. Et on a zappé, parce que ça nous intéressait pas, évidemment, cette dimension-là. C'est repenser notre rapport aussi à l'existence même et à nous-mêmes, et repenser le rapport à l'avenir. Et une fois qu'on a fait un petit peu ce travail de réflexion, c'est repenser la société. Moi, je ne crois pas que l'on puisse faire évoluer la société dans laquelle on vit. Je crois pas que ce soit possible. Ça ne marchera qu'à la marge. C'est fait d'une telle manière, elle est construite d'une telle manière qu'on ne peut que changer des choses ça et là. Tu vois, on change l'article 34 de la Constitution. Et ça va avancer de manière parcellaire et de manière désordonnée, j'ai envie de dire, avec aucune cohérence d'ensemble et à petits pas, tandis que le mal continue de se faire à grande échelle. Le rouleau compresseur de ce monde destructif et prédateur continue à tourner. Donc je pense pas qu'aujourd'hui, il soit possible de changer ce monde suffisamment pour aller vers une résilience collective. Et un monde viable et enviable, si tu veux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Hein. Le fait de le faire envoie des signaux forts, le fait de le faire sensibilise les gens, le fait de le faire permet de gagner un peu de temps aussi, etc. Par contre, il faut construire un autre monde en parallèle. Et c'est ça qu'on doit faire. On reprend from scratch, et quand je dis un autre monde, c'est même pas un autre monde, c'est des autres mondes. Il faut que des gens à différents endroits construisent un plan B. Et au début, ça va être un petit plan B. Des choses qui relèvent peut-être du système D plus que du plan B, mais au final, il faut aller vers quelque chose qui fait envie. Et une fois de plus, tu vois, au début, tu pars d'un terrain vague, ça fait pas envie, et au bout de 2 ans, ton terrain vague, il est magnifique et ça fait envie si tu sais bien t'y prendre. Donc, progressivement, ça va faire envie, et de plus en plus envie, à de plus en plus de monde. Et aujourd'hui, ceux qui sont vraiment ancrés dans ce système dominant, et qui considèrent que les transitionneurs, si tu veux, ils sont bien gentils, mais qui voient ça d'un œil un peu lointain, je prends le pari que dans les années qui vont venir, à mesure que la situation pour le commun des citoyens va se tendre, et que ça va devenir de moins en moins drôle, et que l'avenir va se ternir, qu'il y en a de plus en plus qui vont considérer que l'alternative, là, qu'ils avaient un petit peu balayé du revers de la main dans un premier temps, mais finalement elle est pas mal, et qui vont par osmose, si tu veux, passer d'un système à l'autre. Il faut encore qu'une majorité des gens puissent recevoir de l'information correcte, et ça me paraît, vu le système médiatique dans lequel on est, ça me paraît être un frein énorme, quoi.
tu mets bien entendu le doigt sur un des verrouillages du système. Il y en a de multiples natures, des verrouillages. Et le fait... Je veux pas faire dans le complotisme, hein, c'est pas mon truc. Je veux pas dire on nous manipule. Non, mais il y a une sélection de l'information. Mais il y a une sélection de l'information et qui est naturelle, qui est normale, qui est normale, qui, je veux dire, dans la norme. Ouais. C'est-à-dire que tu as effectivement les grands médias mainstream qui appartiennent à des familles ou des gens extrêmement puissants et riches qui ont un intérêt à avoir ces médias. C'est pas pour l'argent, hein. Tu as des hommes d'affaires, par exemple, je citerai personne, mais il suffit de regarder qui possède les grands médias français, par exemple. Tu as des hommes d'affaires qui sont extrêmement avisés sur leur choix d'investissement. Ils vont uniquement miser sur ce qui rapporte le plus. Avec des retours, si tu veux, des retours à 2 chiffres chaque année sur leur investissement. Et puis, étonnamment, ces gens-là prennent des médias, de la presse, ou des choses qui rapportent très peu, voire pas du tout. C'est pas un investissement financier, ça. C'est autre chose. Donc, ça veut pas dire qu'ils contrôlent tout ce qu'il y a dedans. La plupart des choses qui sont dedans, ils s'en foutent. Ils s'en contre-foutent. C'est pour amuser la galerie. C'est pour amuser, les pains et les jeux, tu sais. Donc, il y a tout un tas de, comme je disais tout à l'heure, de débats, qui sont des débats, oui, alors on peut s'affronter entre les gens de droite, les gens de gauche, les gens de l'extrême centre et compagnie. On peut s'amuser, et là, ça occupe tout le monde. Mais les vrais débats de fond qui remettraient en question le système, ceux-là, tu les verras pas. Tu les verras à la marge, des fois, et quand ils viennent sur l'antenne, à l'antenne, souvent, c'est insidieux. Souvent, c'est pour tourner le truc en dérision. Donc, faut faire très attention. Alors, effectivement, ouais, les médias, comme tu dis, c'est un problème. C'est pour ça que, une fois de plus, c'est par l'action qu'il faut passer. La communication est extrêmement importante. Sinon, je serais pas là. Moi, c'est mon truc. On en parlera juste après, je crois. Ouais. Mais au-delà de la communication, c'est l'action. Donc, il faut que des gens fassent des choses, s'engagent dans des transitions, même si c'est avec de petits moyens au départ, s'entourent des bonnes personnes, rencontrent, discutent. Pourquoi la communication est importante ? La communication est importante notamment parce qu'elle permet de faire avancer la conversation. Elle permet d'armer ou d'équiper les gens intellectuellement pour qu'ils puissent être meilleurs dans les arguments et dans les conversations. Du coup, quand ils se sentent un peu meilleurs, ils prennent la parole, ils osent plus intervenir, ils gagnent plus souvent les débats, si tu veux, que ce soit dans leur famille, dans leurs amis, ou dans leur réseau professionnel, ou sur les réseaux sociaux. Et ensuite, ça fait progressivement avancer la conversation publique sur le sujet. Et ça permet à la masse critique d'émerger. La masse critique, on en est encore loin, si tu veux. Pour autant, il y a quand même un fond là qui est en train de... Les gens sentent bien, c'est intuitif, ils sentent bien que ça va pas pouvoir continuer comme ça très longtemps. Donc il faut les armer, ces gens-là, pour que non seulement cette masse critique émerge, mais surtout qu'elle se reconnaisse. L'important, c'est pas juste que la masse critique existe, c'est qu'elle sache qu'elle existe. Et donc, parce que typiquement, on est 3 dans une pièce, on se connaît pas, on pense tous les 3 à la même chose, mais tous les 3, on va se dire intérieurement, bon, je vais pas en parler parce que je veux pas paraître emmerdant, et donc personne ne va en parler et on ne saura jamais, si on n'en parle pas, qu'en fait on était tous d'accord. Donc l'important, c'est que les gens justement en parlent pour que on se reconnaisse et que cette masse critique se sache. Ouais. Voilà. Et donc ça, c'est pourquoi on communique. Mais derrière, effectivement, ça suffit pas. Il faut ensuite faire les choses. Et c'est au niveau local, quand les gens s'investissent dans des groupes locaux, dans des associations locales, dans des projets de transition locale, c'est ça qui va convaincre les gens. Au-delà de ce que véhiculent les médias mainstream, dont si tu veux, dont le propos va paraître de plus en plus en décalage avec le réel à mesure que ça va avancer. Et pour continuer sur l'aspect communication, sur l'ensemble de ces sujets qui sont l'ensemble de ces sujets qui est complexe, quel ton il faut aborder selon toi, et est-ce que c'est un débat sur la question du pessimisme ou de l'optimisme qui revient souvent. Est-ce que c'est une question qui te paraît encore pertinente aujourd'hui, de savoir est-ce qu'il faut être entraîner les gens sur un registre positif ou faire peur? Ok, c'est un grand sujet. Ouais. C'est un grand sujet. Alors justement, moi, j'ai quand même beaucoup travaillé sur ce sujet-là, et j'ai une vision qui, pour le coup, est
je dirais, je me suis nourri d'un certain nombre d'études qui viennent de la psychologie sociale, et j'ai pas forcément la même approche que beaucoup des gens autour de moi qui parlent des mêmes sujets. Il y a beaucoup de gens, même là encore ça évolue, mais bon, quand même, il y a beaucoup de gens encore qui considèrent que oh là là, faut surtout pas faire peur. La peur, ça démobilise. Non, faut donner envie, faut susciter le désir. Alors c'est pas complètement faux, mais quand même, c'est extrêmement, comment dire, c'est une vision des choses qui passe à côté de l'essentiel, j'ai envie de te dire. Déjà, faut pas opposer la peur et le désir, ça va ensemble. Il faut les deux. Déjà, faut pas caricaturer la peur. Il y a différents types de peur. Et puis, il faut pas surestimer le désir, parce que le désir, c'est pas la panacée. Côté peur, c'est un effet de bord qui est inévitable et qui est même indispensable. C'est-à-dire, si tu dis les choses, si tu es un minimum honnête avec toi-même, avec les autres, sur ce que peut être l'avenir, ça fait peur. Très honnêtement, ça fait peur. Est-ce que, sous prétexte que ça fait peur, faudrait cacher les choses aux gens? Non, je pense pas. Je pense qu'il est temps d'accompagner les gens, mais surtout de les prendre pour des adultes, de les traiter en adultes si on veut qu'ils se comportent comme tels. Voilà. Donc la peur, si tu lis par exemple Henri Laborie, tu verras que elle est indispensable pour réagir. Il la faut. Et si tu regardes également, tout à l'heure je parlais des villes en transition, si tu regardes ça, les gens qui sont dans les villes en transition, à la base quand même, il y a des prises de conscience très anxiogènes. Ouais, bien sûr. Ils ont bien compris les limites et ça leur fait peur. Par contre, ils s'arrêtent pas à ça. On peut pas dire ces gens-là sont des gens qui ont peur. Non, c'est pas ça qui les caractérise. C'est des gens qui ont utilisé cette peur pour agir, pour rentrer dans un processus actif de transition, et ça donne de l'espoir. Ça donne du désir, ça donne du sens, et on revit. On n'est plus en dissonance cognitive quand on fait ça. Donc, il faut d'un côté dire les choses. La peur n'est surtout pas la finalité, hein. Parce que là, effectivement, les gens dont la finalité c'est de faire peur, on peut se poser des questions sur leur véritable motivation. Non, mais il faut juste dire les choses telles qu'elles sont, et le fait que ça fasse peur n'est pas une raison de ne pas le dire. Juste à côté, par contre, il faut effectivement activer le désir, ou en tout cas donner aux gens de quoi se projeter dans des avenirs possibles et réalistes, pour qu'ils aient des choses à faire, qu'ils aient des réseaux à construire, des gens avec qui se mettre en contact, et que ça foisonne, qu'il y ait un foisonnement d'initiatives transitionnelles. Alors, le désir, pourquoi c'est un problème pour moi si les gens te disent faut pas faire peur, faut attirer le désir. Si tu fais que ça, il y a un double problème. Le premier problème, c'est que le désir, c'est pas universel. Et que à force de donner toujours les mêmes imaginaires ou même les imageries, si tu veux, de la transition, bon on fait de l'entre-soi, quoi. Tu n'arrives à donner envie qu'aux mêmes, c'est toujours les mêmes qui vont avoir envie de ça. Et puis la deuxième risque de vouloir à tout prix donner du désir ou de l'espoir, c'est que tu vas finir par faire du bisounoursisme et générer de faux espoirs. Voilà. Et les faux espoirs, ça peut paraître productif à court terme, mais à moyen terme, ça devient tout à fait contre-productif. Donc, il faut faire très attention. Aujourd'hui, tu as effectivement des gens, quand tu leur parles d'effondrement, ou en tout cas de risque d'effondrement, qui vont prendre un tel coup dans les dents, même si derrière tu les armes en leur disant mais il y a plein de choses qu'on peut faire, regarde tout ça, ça suffit pas pour certains et ils vont entre guillemets sombrer dans une forme de déprime et ça va être démobilisateur. Certains utilisent ça comme un argument pour dire voilà, et c'est pour ça qu'il faut pas faire peur. Et alors est-ce qu'il faut peut-être forcément en passer par là aussi? Il faut peut-être passer par cette c'est la courbe du deuil aussi, quoi. C'est exactement ça. Bon, la courbe du deuil, attention, elle a pas, on l'utilise des fois de manière un petit peu exagérée parce qu'elle avait été établie par Elisabeth Kübler-Ross dans un cadre très particulier et là on en sort un petit peu, mais pour autant c'est intéressant. Effectivement, les gens un certain nombre de personnes en tout cas, vont passer par une phase où ils sont d'abord en déni, en colère, en repli, et puis ensuite progressivement ils vont aller vers une acceptation, étant passés par une phase de déprime plus ou moins profonde, mais voilà. Et ce n'est qu'au bout de ce deuil intérieur, un deuil du monde dans lequel on vit et des avenirs possibles, c'est quand on sort de cette phase de deuil qu'on est enfin apte intellectuellement pour agir. Et vraiment. Et donc, si certaines annonces sont anxiogènes et donc ça démobilise certaines personnes, j'ai envie de dire, tant mieux. Tant mieux de le faire vite. Parce que, à chacun de gérer ses deuils. Certains vont le faire en 3 heures, d'autres vont le faire en 20 ans. Mais plus on le fait tôt, plus on aura tôt des gens qui seront actifs, qui pourront se mobiliser. Je peux te dire un truc sur pessimisme et optimisme, parce que ça, pour moi, c'est un truc que j'entends en permanence.
et ça m'érisse le poil. Donc à tous ceux qui m'ont dit en face, ah t'es pessimiste, ne le prenez pas pour vous, c'est pas une attaque, mais ça m'érisse le poil véritablement. Le pessimisme, ça serait d'imaginer que ce monde peut continuer sur sa lancée, quoi. Le vrai, tu le ressens pareil. C'est ça, ça serait ça le pessimisme, franchement, quoi. Moi, je suis pas un adepte de ces mots qui veulent rien dire. C'est beaucoup trop manichéen. Ça représente aucune réalité. On est tous pessimistes et optimistes. Ça dépend des choses. Moi, je suis juste quelqu'un qui réagit. Moi, je prends le taureau par les cornes. Je considère que pour avoir une chance d'apporter une solution pertinente à un problème, il faut accepter de regarder le problème en face. Voilà. Et je pense que ceux qui n'ont pas encore intérêt que le monde allait très mal et que la dynamique s'amplifiait, c'est juste des gens qui lisent tout simplement pas assez de publications, hein, qui sont sur tous les problèmes qu'on a un petit peu listés tout à l'heure. Quand une situation est critique, dire que la situation est critique, ça peut pas être qualifié de pessimiste. Même par ceux qui, par déni, par myopie, ont pas pris la mesure. C'est comme si on disait que les scientifiques du GIEC étaient pessimistes, quoi. Enfin, si tu veux. Ouais. Voilà, c'est un petit peu ça. Moi, d'ailleurs, j'ai une approche qui, même si je suis pas un scientifique, j'ai une approche qui est scientifique. Ma démarche est scientifique. Moi, je raconte pas mon avis sur la question, hein. Moi, je dis voilà les choses telles qu'elles sont, et après, je parle de plausibilité. Voilà. Et si tu veux, juste un truc. La personne optimiste en situation de danger, c'est pas celle qui choisit de se consacrer aux lueurs d'espoir et d'occulter le danger, hein. C'est pas ça l'optimisme. La personne optimiste, c'est celle qui bascule en mode gestion de crise et adaptation. C'est la personne qui croit encore, si tu veux, dans la pertinence d'une mobilisation face au danger. C'est ça l'optimisme. Et donc moi, j'ai pas un optimisme quant à l'état de santé du monde, hein, ça serait une négation du réel. Par contre, j'ai un optimisme quant au fait qu'on peut encore mettre en place des choses qui font sens dans un tel contexte. Ça, oui. Tu as un projet de série télé qui est sur le sujet de l'effondrement. Est-ce qu'on peut en parler rapidement et surtout, sans entrer trop dans le détail, mais de dire quels sont les objectifs de la série pour toi? Et comment tu as eu l'idée de créer ce projet? Tu l'as dit tout à l'heure en introduction, je veux pas reparler de moi plus que de raison, mais effectivement, moi j'ai un profil un peu particulier. Ce qui fait la singularité, si tu veux, et peut-être la force, je l'espère, de mon profil, c'est que j'ai à la fois la dimension scientifique et donc une connaissance assez bien caractérisée des problématiques de vulnérabilité des sociétés d'une part et de stratégie vers la résilience d'autre part. Donc j'ai ça et en parallèle, je suis effectivement un spécialiste du storytelling. J'ai été formé en écriture scénaristique. J'ai été scénariste pendant un certain temps. J'ai développé ça beaucoup. J'ai creusé en allant chercher en passant des formations ou des MOOC en ligne. J'ai creusé sur la question de la psychologie sociale, du marketing des idées, comment tu fais qu'une idée accroche, les dynamiques des mouvements sociaux, comment tu peux faire en sorte d'orienter un petit peu la manière dont les gens réagissent à certains messages. J'ai vraiment creusé ça, pas simplement par l'angle artistique, mais aussi par l'angle, là encore, un peu scientifique. Voilà. Puis à côté de ça, j'ai un pied dans le monde politique, c'est-à-dire que j'ai fabriqué, pas tout seul, mais j'ai piloté l'élaboration de programmes de transition écologique pour la France. Donc j'ai aussi énormément de propositions très concrètes à mettre en avant. Là, je peux pas te faire la liste parce qu'on n'en sortirait pas, mais il y a des choses qui sont disponibles en ligne, ça et là. Et donc ce profil très complet, si tu veux, enfin pas complet, mais très multiforme, fait que j'ai essayé de me poser la question au fil du temps. Alors maintenant, comment je peux faire usage de tout ce que j'ai d'utile dans ma formation pour essayer de changer les choses. Et il y a eu plusieurs idées de projet, mais celui qui très clairement qui est apparu à mes yeux comme le plus pertinent, c'était celui-ci, un projet de série télévisée, parce que une série télévisée, c'est le mode de narration le plus complet qui existe. Tu as vraiment le temps de développer complètement tes thématiques, tes personnages, les enjeux, les dilemmes moraux, etc. qui vont derrière. Ça, c'est très intéressant. Et de surcroît, parce que je suis un fou, quand je dis je suis un fou, c'est-à-dire je veux dire par là que j'ai un projet très ambitieux parce que j'essaie de le mettre à la hauteur du défi et qu'il faut être un peu fou aujourd'hui si on veut avoir une chance de réussir. C'est une série américaine. C'est-à-dire une série que j'écris pour la télévision, en tout cas pour des réseaux télévisuels américains. Pourquoi ?
Parce que je tente le tout pour le tout, parce qu'on n'a plus de temps à perdre et que j'espère que ça va marcher de taper haut directement. Une série télévisée américaine à succès, en espérant qu'un jour la mienne en fasse partie, c'est une série américaine qui touche des dizaines, et dans le meilleur des cas, des centaines de millions de personnes dans le monde. Il n'y a rien qui peut égaler ça. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce projet, pardon. Et donc, par contre, le projet, ça tu le sais, mais ce n'est pas qu'une série télévisée. Il y a effectivement une série télévisée qui, je le dis très rapidement, raconte comment, dans un avenir très proche, puisque ça se passe entre 2025 et 2030, comment la civilisation thermo-industrielle dévisse. C'est vu à travers le prisme américain parce que ça part en cacahuète aux États-Unis, mais il y a plein d'autres endroits dans le monde où effectivement ça part aussi de travers et c'est vu à travers les prismes américains. Nous avons donc sur fond de ce qu'on peut appeler un effondrement, comment les gens mettent en place des stratégies pour s'adapter. Et certains vont réussir, d'autres vont échouer. C'est précisément ça qui fait, je pense, la force du storytelling. Ce n'est surtout pas de présenter que des visions qui font envie, comme je te disais tout à l'heure, et surtout pas non plus de présenter que des visions qui font peur. C'est le parallèle entre les deux et le contraste entre les deux qui fait que tu comprends les implications et que tu es motivé à faire certains choix plutôt que d'autres. Une métaphore aussi que j'utilise de temps en temps, c'est la métaphore du petit doigt et de la gangrène. Si je te dis, Alexia, donne-moi ton petit doigt, je te le coupe tout de suite, je ne pense pas que tu vas être très heureuse. Si je t'explique, écoute, voilà, tu vois ce petit truc que tu as au bout du doigt, c'est une gangrène, ça va progresser et d'ici quelques jours tu vas mourir dans des souffrances atroces. Si tu veux éviter ça, je te coupe le petit doigt. Je pense que tu vas pouvoir à ce moment-là te projeter dans un avenir où tu vivras heureuse avec un petit doigt en moins et là tu vas accepter qu'on te coupe le petit doigt. Dire que l'avenir sera tout rose, présenter des visions ouais super de la transition, c'est un peu mentir ou se mentir. La transition, elle est pas que rose. La transition, elle va être compliquée, difficile. Mais on va y trouver plein de choses positives. Effectivement, du sens, du lien, et on va apprendre plein de choses passionnantes. Ça va être génial. Pour autant, il y a des risques, des dangers, des sacrifices, des deuils à faire, et c'est pénible. Si tu dis juste aux gens, si tu présentes juste ça comme avenir, alors déjà, soit tu présentes un avenir tout rose et tu mens, et je te dis c'est contre-productif à moyen terme, soit tu présentes cet avenir dont je viens de te parler, où il y a du positif, mais aussi pas mal de négatif, et si tu fais que ça, les gens vont dire bah attends, moi je bouge pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pour réflexe de comparer cette vision d'avenir que tu leur proposes avec leur quotidien. Donc ils comparent un avenir avec un présent, ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut faire, c'est avoir des storytelling différents en parallèle. Un qui te présente une vision du business as usual, qu'est-ce qui va se passer si on ne change rien et qu'on continue dans la même direction, et puis qu'est-ce qui se passe effectivement si on transitionne de telle ou telle manière. Et là, c'est en comparant les différentes transitions que tu proposes, parce qu'il ne faut pas une seule vision, il en faut plein, mais en comparant les différentes transitions avec on ne fait rien, que ce qui pourrait passer comme pas forcément toujours très désirable, parce que ça demande des efforts, et ben si tu compares au business as usual, waouh, ben c'est comme ta gangrène, quoi. C'est quand même vachement mieux que de crever dans des souffrances atroces. Donc on va choisir effectivement de se séparer d'un petit doigt. Donc voilà, donc ça, toute ma série se base sur cette notion de une multiplicité de storytelling et du contraste. Voilà. Et donc la série télé, il y a 3 parties. Le projet, il y a 3 parties. La première partie, c'est la série en elle-même, qui est le gros du morceau et qui est mais qui est un cheval de Troie, comme je le dis souvent. C'est-à-dire que la série télé, le but, c'est d'attirer le plus possible de monde, de toute la famille, vers l'écran, le petit écran, et sous prétexte de divertissement, de entertainment, de mettre dans la tête des gens subtilement, sans être trop donneur de leçons, ou surtout pas en étant culpabilisant, ça va permettre aux gens de voir les limites de la vie qu'ils mènent aujourd'hui, et puis peut-être ce qui serait possible de l'avenir. Mais ça, c'est le cheval de Troie. En parallèle de ça, le projet, il y a 2 autres dimensions. La première dimension, c'est des contenus vidéo additionnels. Dans ma tête, pour chaque épisode, et on aurait une 60aine au total, 5 saisons de 12 épisodes chacune, pour chaque épisode, on aurait la production d'un documentaire de 5 minutes environ, qui présente soit un expert qui explique que ce qui est dans la série, c'est pas complètement de la fiction et que ça se base sur un certain nombre d'études, de publications, de travaux sérieux et que c'est plausible. Soit d'acteurs, des acteurs de la transition
qui montrent ce qu'ils font à leur niveau. Et là, ça va être idéalement un peu partout dans le monde, et aussi bien des individus que des collectifs, que des élus locaux, que des régions, que des entreprises ou des entrepreneurs, que des États. Donc, ça serait ça, la deuxième partie du triptyque, ces contenus vidéo additionnels que les gens regarderont en marge de la série télé, et qui donnera une autre dimension, une autre tonalité à la série elle-même, finalement. Et enfin, la troisième partie, c'est une plateforme web. Là, c'est pas... J'ai envie de te dire, je suis pas le premier à penser à ce sujet, mais ce qui fait la force du truc, c'est encore la vision système. C'est-à-dire, c'est d'avoir les trois dans le même concept. C'est une plateforme web collaborative où les gens pourront, en se connectant, voir les initiatives de transition près de chez eux. Là encore, j'aimerais que ce soit au niveau mondial. S'il y a tous les millions de dollars que nécessite la production d'une telle série qui sont mis sur la table, j'imagine qu'on peut mettre quelques centaines de milliers de dollars pour faire une super plateforme et que cette plateforme puisse être internationale. Donc l'idée, effectivement, c'est qu'un peu partout dans le monde, les gens puissent voir ce qui se passe autour d'eux, échanger avec les porteurs de projets, échanger entre gens qui ont des compétences à amener, des gens qui ont des projets, et puis que ce soit une forme de passage de tremplin pour un passage à l'action. Voilà. Donc tu as la sensibilisation par l'émotion. Et je dis bien, ce sont les déclencheurs émotionnels qui sont les plus importants dans la série. Ensuite, tu as une dimension intellectuelle avec les experts. Tu as une dimension les possibles et ce qu'on peut faire dans le monde réel avec les acteurs de la transition. Et tu as un outil qui te permet de devenir à ton tour acteur. Voilà, c'est ça le projet. C'est un gros projet. Bah, et tu as le temps de travailler sur d'autres projets en plus de ça? Oui, bah quand même un petit peu, même si là pour l'instant j'essaie quand même de me focaliser le plus possible sur l'écriture, parce que je peux pas non plus passer des années là-dessus. Il faut que ça se termine. D'ailleurs, faut que ça commence. Faut que moi mon travail se termine pour qu'ensuite je puisse passer à la phase de vente et que ça existe. Et j'espère donc avoir fini tout ça à la rentrée. Ça a glissé au début, j'espérais avoir fini avant l'été, et puis ça glisse. Voilà. Non, mais sinon il y a quand même d'autres programmes, d'autres projets effectivement en parallèle. Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait un programme de transition écologique pour la France, et là je vais ressortir sous une forme un petit peu améliorée des paquets des trains de propositions là avant l'été. Je travaille sur un article qui explicite un petit peu mieux que ce que j'ai lu jusqu'à présent l'incompatibilité entre politique de croissance économique et soutenabilité au sens fort du terme. Il y a logiquement, j'ai pas encore confirmation, mais je pense qu'il y a un article qui va paraître également dans une revue de gestion des risques sur la résilience alimentaire des territoires et les problèmes d'ordre public que cela représente. Voilà, je travaille sur un projet également autour des low-tech. Et puis je fais partie avec Philippe Biwix que tu connais, je sais de nom en tout cas. Et puis c'est avec la Fabrique écologique qu'on fait ça. Et puis enfin, je fais partie d'Adrastia, qui est cette association qui s'intéresse justement aux limites et aux vulnérabilités de cette société et à ce que ça implique en termes de déclin à venir, peut-être d'effondrement, et qu'est-ce qu'on peut faire à titre personnel et collectif. Adrastia, voilà, donc je fais partie du conseil d'administration et pour qui j'interviens comme conférencier régulièrement. Voilà. Je pose souvent la question pour amorcer la conclusion de comment est-ce qu'on peut parvenir à cultiver la joie malgré tout, malgré tout ça? Est-ce que tu as un secret? Je peux répondre pour moi. Ouais. Ah oui, c'est pour toi, hein, c'est perso. Oui, d'accord, c'est perso. Non, parce que la joie, c'est quelque chose de très personnel. Ouais, bien sûr. C'est un état d'esprit plus qu'autre chose. Et dans des situations exactement identiques, la réponse sera différente quasiment pour chaque personne. Donc j'ai pas une réponse là-dessus. Ce serait très très prétentieux de ma part. Et en ce qui me concerne, tu vas être déçu, mais la joie n'est absolument pas mon but. Donc ça veut pas dire que je suis quelqu'un de morne qui n'est jamais joyeux, mais ce qui m'apporte de la joie, ça va être autre chose. On est au-delà de ces questions dont on parle aujourd'hui. Ce qui m'apporte la joie aujourd'hui de plus en plus, c'est des choses extrêmement simples. Je dois avouer que j'ai ma sophistication qui a baissé au fil des ans. D'ailleurs, autrefois, je m'entourais de gens parce que je les trouvais brillants ou très cultivés, puis j'aimais beaucoup discuter avec eux parce que j'apprenais plein de choses. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, je m'entoure de gens qui ont une éthique personnelle et qui ont des bonnes valeurs. Voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse. Donc c'est beaucoup plus simple. Et moi, la joie, je l'attire de là. Je l'attire de quand je fais des rencontres où je vois des gens qui sont vraiment bien, quand je vois des
des choses qui avancent, des choses finalement parfois assez dérisoires, mais pourtant symboliquement très fortes. Que ce soit dans le domaine dont on parle là, dans le domaine écologique au sens large, sur la question également de la condition animale, dont je pense qu'elle est aujourd'hui un grand sujet fondamental, philosophique, qui est complètement absent, c'est même décrié, c'est même raillé, d'une manière qui est avec une belle vacuité d'âme, j'ai envie de dire, une superficialité terrible. Et ça participe d'ailleurs, cette lacune de prise en compte et de respect pour le reste de ce qui vit, ça participe de cette mordorisation du monde. On transforme le monde en Mordor, là, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment bon. Donc pour moi, il faut effectivement revoir beaucoup de choses au niveau culturel. Il faut revoir le système électoral aussi, qui n'est pas apte à produire aujourd'hui des leaders qui sont les leaders qu'il faut pour ce monde en atteinte de limites. C'est juste, ça permet juste de mettre sur un trône ceux qui sont les meilleurs pour l'accession au trône. Et c'est ceux qui mentent ou qui promettent le plus et le mieux, et qui ont le plus d'appui, etc. Donc, enfin bon, bref, tout le système est à changer. Donc, moi, ce que je vois, c'est dès que ça avance sur ces sujets-là, qui sont des sujets de fond, vraiment, des sujets à minima moraux, philosophiques, culturels, parfois anthropologiques même, quand ça avance un tout petit peu, je suis heureux. Et puis surtout, effectivement, je terminerai moi là-dessus, il faut se responsabiliser et il faut se focaliser sur ce qu'on peut faire. Et comme je disais tout à l'heure, on peut faire tellement de choses. Alors ça fait peut-être un peu peur parce que ça donne le vertige, mais mince quoi, on a devant nous la possibilité inouïe de construire une nouvelle civilisation. Rien de moins que ça, et même des nouvelles civilisations, parce que comme je disais, il faut un foisonnement, il faut des choses différentes, mais qui justement qui intègrent enfin des questions de limites et qui replacent un petit peu l'homme dans son milieu naturel, plutôt que de continuer à se penser au-dessus de tout et en droit d'exploiter, de soumettre tout le reste sous prétexte que ça nous apporterait un petit plus, soi-disant. Enfin bon, bref. Donc, on a tout à réinventer. Il y a énormément de choses qui existent. Déjà, Transition Towns, vous regardez transition, enfin, il y a quelques mots-clés sur Facebook, sur Facebook, oui, si vous voulez, mais sur Google, j'allais dire, ou sur Ecosia, d'ailleurs, ou sur d'autres browsers que Google. Vous allez chercher avec quelques mots-clés comme transition, résilience, adaptation, initiative, ce que vous voulez. Enfin, franchement, il y a tellement de choses à faire. Allez-y, quoi. Tous sur le pont, parce que c'est maintenant qu'il faut le faire, et ça ne peut venir que de nous. Ça ne peut venir que de nous. Ça ne viendra pas des élites, ou alors ça viendra très tard, une fois que justement nous aurons déjà engagé un mouvement tel que les dirigeants pourront plus faire autrement que de prendre ça en question. Donc, il faut innover de plein de manières différentes. Alors moi, je voudrais juste envoyer un petit message, si tu veux, aux gens, de manière générale. Pour les citoyens, y aller, c'est-à-dire faire le pas, c'est déjà éliminer un certain nombre de dissonances cognitives qui nous rongent de l'intérieur à petit feu et qui font qu'on n'est pas heureux. Et y aller, même si c'est pas parfait, même si c'est dans un premier temps, tu sais, du essai-erreur, tu t'essayes, tu reviens un peu en arrière, tu t'es gouré, machin. Bon, bref, tu rencontres des gens formidables, tu tâtonnes un petit peu peut-être, mais ça redonne du sens, ça reconnecte à l'essentiel, c'est vecteur de fierté. On apprend plein de choses. Pour les entrepreneurs, j'ai un message aussi. Putain, mais réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous, regardez ce qui se passe, ne serait-ce que dans les écoles d'ingénieurs. Là, de plus en plus, il y a des ingénieurs qui savent plus quoi faire. C'est des jeunes qui s'éveillent aux limites et qui se disent, le marché du travail n'a rien à me proposer. Qui se disent, mon école ne m'a pas formé sur le plus important. Et réveillez-vous au niveau des écoles. Alors, si c'est pas directement dans les cursus, ça peut passer par les juniors entreprises, par les BDE, faites quelque chose, créez des choses. Et pour les entrepreneurs, mais recrutez des jeunes qui en veulent, soyez en avance sur la courbe, c'est-à-dire sentez le sens de l'histoire et allez-y, quoi. Proposez autre chose, sortez des paradigmes, créez de nouveaux modèles d'affaires qui ne renforcent pas le modèle de croissance, fût-elle verte, qu'on a actuellement. Un message pour les investisseurs, très simple, qui est de dire que aujourd'hui, si vous voulez vraiment un investissement sur l'avenir qui a un sens quelconque au niveau investissement, au niveau financier, c'est la transition vers la résilience que le seul investissement viable. Sinon, vous allez perdre vos billes, donc c'est absurde. Et enfin, un message pour les élus et les dirigeants politiques. Vous ne maîtrisez pas tout. Vous ne pourrez jamais tout maîtriser. Faut arrêter. Le bon leader aujourd'hui, c'est le leader qui sait en capacité, qui sait donner la possibilité aux gens donc, soyez plutôt des stimulants et des facilitateurs d'une émergence du bas, quoi, bottom up, d'une émergence de tout un jaillissement, si tu veux, de transition et d'initiative de transition
qui vont fabriquer le monde de demain. Voilà, faut y aller. Merci Arthur. Merci beaucoup Alexia. Merci beaucoup à Arthur Keller pour notre conversation et merci à vous tous pour votre écoute. Vous pouvez soutenir Présage en vous abonnant, en mettant 5 étoiles ou en partageant les épisodes. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell, mixé par Paloma Colombe. À très vite.